Bonjour citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour pour ce nouveau podcast du Cercle Richelieu. Alors aujourd'hui on va aller un peu plus vite que sur les précédents podcasts parce que je me dis qu'il est probable que vous n'avez pas envie de m'entendre pendant 50 minutes, mais peut-être sur un format un peu plus court, une dizaine voire vingtaine de minutes, ce serait pas mal. Alors aujourd'hui nous abordons un nouveau podcast donc, de notre série sur le royalisme et la politique, et nous allons parler des prétendants au trône de France. Oui, parce qu'il y a plusieurs prétendants au trône de France pour ceux qui l'ignorent. Et avant ça, j'aimerais faire une petite introduction en vous rappelant pourquoi la succession dynastique, c'est important. J'entends depuis un certain temps un grand nombre de youtubeurs qui prennent de plus en plus le temps de considérer l'option royaliste dans leur choix de régime politique, et j'avoue que j'en suis très content. Néanmoins, assez bizarrement, très peu prennent en compte une vision dynastique dans leur vision de la royauté. Pour eux, finalement, le roi devrait être élu et le peuple devrait garder le choix de le renvoyer ou non. À sa mort, une nouvelle élection aurait lieu et un nouveau monarque serait choisi. Finalement, de manière assez similaire à l'élection d'un nouveau président de la République, mais à vie. C'est méconnaître l'intérêt de la succession dynastique et surtout ravaler la royauté à une forme de république déguisée. Si nous devions faire le choix d'une royauté élective, nous retomberions fatalement dans les travers actuels de la politique, à savoir que le plus démagogique l'emporterait. De plus, je doute sincèrement qu'un roi élu puisse avoir un règne très long, car il finirait par lasser des électeurs qui ne le verraient pas comme l'expression d'un symbole qui les transcende, mais comme un élu révocable à souhait. Et s'il y a révocation, il n'y a plus, selon nous, de royauté possible, car celle-ci doit être l'expression d'une spiritualité, d'une métaphysique particulière qui unit les Français et non pas simplement l'expression d'un pouvoir politique matérialiste. Au contraire, la succession dynastique, c'est avant tout la continuité de la France, malgré ses bouleversements ethnologiques, économiques ou autres. C'est aussi l'assurance de ne pas voir dans le roi la victoire d'un parti contre un autre. Le roi ne doit pas avoir de parti, il incarne la France. Or, l'élection suggère fatalement un parti qui l'emporte sur l'autre, et donc la haine, ou dans tous les cas la colère de l'autre parti. On ne peut être le symbole d'un pays si l'on est élu par un tout petit peu plus de la moitié de ce pays. De plus, la succession dynastique, c'est encore le confort d'obtenir un roi qui a été élevé depuis son enfance pour cela. Il sera habitué aux affaires politiques et à ses devoirs en tant que monarque depuis son plus jeune âge. Donc on peut comprendre, en regardant les exemples marocains et anglais, qu'une dignité s'échappe des plus grands princes de ces royautés, dignité qu'il leur a inculquée depuis leur plus jeune âge. La succession dynastique implique également que le roi n'a pas à agir en se posant la question de l'appréciation que peuvent avoir les lobbies ou les médias sur ses actions. Un roi élu, donc interchangeable, sait reproduire le problème de la République actuelle, qui n'est pas dans l'action mais dans la réaction à un phénomène médiatique qui ronge sa popularité. En tout état de cause, un bon chef de l'État doit réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour son peuple, mais pas nécessairement à ce qui sera perçu médiatiquement comme le mieux. C'est un père pour tous ces sujets, or un père ne demande pas l'approbation de ses fils quand il pense agir pour le mieux concernant leur sort. J'avais donc fini avec mes premiers mots sur l'intérêt de la succession dynastique qui est trop souvent oubliée chez les jeunes royalistes actuels, en tout cas cette frange de royalisme qui se développe sur YouTube. Et j'en viens à vous parler du problème de la succession dynastique en France. Oui, parce que, si vous l'ignorez, il y a une querelle dynastique entre les principales maisons de France. Donc une querelle majeure qui oppose deux de ces maisons, celle des Bourbons directs et celle des Orléans, et une mineure ou une majeure, ça dépend comment on le voit, qui oppose la branche des Neundorf-Bourbon, qui se prétend descendante de Louis XVII, aux autres maisons, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, concentrons-nous sur la principale querelle dans l'esprit de nos contemporains, celle qui oppose les Bourbons aînés de la branche cadette de qui oppose les Bourbons aînés à la branche cadette de cette dynastie, celle des Orléans. Alors, pour ça, il va nous falloir faire un petit peu d'histoire. Le 1er novembre 1700, Charles II, roi d'Espagne, membre de la maison des Habsbourg, celle de Charles Quint, meurt à Madrid. Circonstance normale, même pour un roi. Oui, sauf que cette fois, Charles II n'a pas d'héritier direct. La généalogie ainsi que les lois de succession d'Espagne prévoient tout naturellement que l'héritage du royaume doit revenir au fils de sa sœur aînée, Marie-Thérèse, épouse du roi de France Louis XIV, donc à ce moment-là le dauphin de France. Évidemment, vous pouvez l'imaginer, deux diplomaties parallèles vont s'affronter sur cette question. D'un côté, celle du royaume de France, qui va empêcher la reformation de l'empire de Charles Quint et assurer à la France la primauté en Europe en cumulant deux des principales couronnes. Et d'un autre côté,
la double diplomatie de l'Angleterre et du Saint-Empire, qui justement souhaite éviter un accroissement de la puissance française et cherche à imposer un candidat autrichien au trône espagnol. Les puissances négocient tant et si bien que finalement ils aboutissent à une sorte de partage des territoires espagnols, ce qui aurait fatalement entraîné la fin du puissant royaume d'Espagne. Charles II comprend qu'il doit tout faire pour éviter le démembrement de son royaume, et finalement il choisit dans son testament Philippe, duc d'Anjou, petit-fils du roi Soleil, pour lui succéder. Il pense d'ailleurs que Louis XIV est le plus à même d'empêcher le démembrement des territoires espagnols parce qu'il serait le monarque le plus puissant d'Europe. Le testament de Charles II est connu à Madrid le 2 novembre 1700 et parvient à Fontainebleau le 9 novembre. Il inquiète les Anglais, mécontente les Autrichiens et finalement embarrasse Louis XIV. Mais celui-ci accepte finalement le testament de Charles II le 16 novembre et fait de son petit-fils, Philippe, duc d'Anjou, le futur roi d'Espagne, Philippe V. Le marquis de Torcy, ministre des Affaires étrangères, annonce que les monarchies de France et d'Espagne demeureraient distinctes, mais le 1er février 1701, le Parlement de Paris conserve les droits à la couronne de France de Philippe V. L'empereur Léopold Ier conteste évidemment immédiatement les droits de Philippe V à la succession et refuse de reconnaître la validité du testament de Charles II. Ainsi débute une très longue guerre de succession de 1701 à 1714, la guerre de succession d'Espagne, où s'affrontent les partisans de l'archiduc Charles, donc le candidat autrichien, appuyé par l'Autriche, l'Angleterre, le Portugal, les Provinces-Unies, la Prusse, la Savoie et Hanovre, contre ceux de Philippe V, qui lui est soutenu par la France, la Bavière et les forces espagnoles. À l'issue de cette guerre de succession, les Français ne parviennent pas véritablement à imposer leur volonté au reste de l'Europe, il faut donc négocier. Ce sont les fameux traités d'Utrecht qui reconnaissent roi d'Espagne Philippe de France, mais qui incluent également des renonciations mutuelles qui l'excluaient, ainsi que ses descendants, à la succession à la couronne de France. Alors que les Orléans, à l'époque déjà également successibles à l'Espagne, car descendants de l'infante Anne, mère du duc d'Orléans, renonçaient de leur côté à ce trône. Alors, où est la querelle, me direz-vous, dans tout ça? Elle vient tout simplement du fait que Louis XIV n'avait pas le droit de modifier l'ordre de succession au trône de France en acceptant que son petit-fils, héritier légitime, en soit désormais exclu comme sa descendance. Il existe au sein du royaume de France des lois fondamentales du royaume qui forment une sorte de constitution coutumière, et l'ordre de succession n'est pas modifiable par le souverain en place. L'ordre de succession est inattaquable. Évidemment, Louis XIV le savait parfaitement, mais il savait aussi qu'en incluant une telle clause dans les traités, celle-ci serait légalement facilement dénonçable à partir du moment où la France serait en état de force par rapport à l'ensemble des autres puissances liguées contre elle. Il n'en demeure pas moins d'ailleurs que le grand roi essaiera avant sa mort de modifier une nouvelle fois l'ordre de succession au trône en y incluant les enfants non légitimes qu'il avait eus avec Madame de Montespan. Cette décision sera d'ailleurs cassée à sa mort par le Parlement de Paris, premier pas vers le retour de puissance des corps intermédiaires dans le royaume. Toujours est-il que l'occasion de réunir les couronnes de France et d'Espagne n'arriva jamais, ce qui n'impliquait pas nécessairement d'ailleurs que cette prétention au trône de France chez la royauté espagnole disparaisse, loin de là. En juillet 1830, notre dernier roi de France, Charles X, part en exil, emportant avec lui son petit-fils, le futur comte de Chambord, celui qui se déclarait Henri V. Au même moment, la branche cadette de la maison de Bourbon montait sur le trône, la famille d'Orléans. Louis-Philippe devient roi des Français et se targue d'une légitimité populaire bien plus que d'une légitimité dynastique. Celui-ci est finalement à son tour chassé du trône en 1848. À partir de cette date, le mouvement royaliste devient un mouvement d'opposants à la République, mais incapable de présenter un front commun pour choisir un héritier de la couronne. D'un côté se trouvent les légitimistes qui soutiennent Henri, le petit-fils de Charles X, de l'autre côté les orléanistes qui soutiennent Louis-Philippe puis son fils Philippe d'Orléans. À la suite de la chute du Second Empire, une nouvelle assemblée constituante est élue, à majorité royaliste, et il semble un temps qu'Henri d'Artois, le comte de Chambord, pourra obtenir le soutien de cette majorité pour un retour en France. Du fait de complications sur un certain nombre de symboles de la France, il n'en sera rien et finalement la majorité royaliste laissera sa place à une majorité républicaine. En 1875, l'amendement Vallon passe et la France est à nouveau une république. Henri meurt en 1883, sans héritier direct. Les Orléans ont alors considéré qu'ils étaient désormais doublement légataires du royaume, d'une part grâce à l'héritage de Louis-Philippe, et de l'autre par l'extinction des Bourbons directs, qui les place fatalement, en termes de loi dynastique, sur le trône de France. Mais bien évidemment, une grande partie des royalistes français n'acceptent pas l'idée de revoir un Orléans,
traîtres à la fois à Louis XVI et Charles X sur le trône de France. Ils offrent donc massivement leur fidélité à la branche espagnole des Bourbons aînés. C'est ainsi que nous nous demandons aujourd'hui qui doit régner selon les lois fondamentales du Royaume de France. Eh bien, penchons-nous un peu plus sur ces candidats au trône et commençons par Louis de Bourbon. Louis de Bourbon est né à Madrid le 25 avril 1974 et il est un membre de la branche espagnole de la maison de Bourbon, donc celle dont je vous parlais, l'héritière des traités d'Utrecht en quelque sorte, qui n'est dépossédée du Royaume de France. Il est connu à la suite de son père et de son grand-père sous le titre de duc d'Anjou, porté par leur ancêtre Philippe de France, donc le fameux roi d'Espagne, petit-fils du roi Louis XIV et lui-même roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. D'où tire-t-il ses revendications au trône de France ? Bien, il est le petit-fils de Jacques-Henri de Bourbon, un d'Espagne, c'est-à-dire un fils du roi d'Espagne Alphonse XIII, et second dans la lignée de succession au royaume d'Espagne, donc dans la lignée également dans la lignée légitimiste au trône de France. Il est également second après son frère aîné Alphonse, comme leur père, prince des Asturies. Mais en 1933, Alphonse, le frère aîné, est contraint à l'abdication pour lui et ses descendants au trône d'Espagne à cause de son mariage avec Edelmira San Pedro, une roturière cubaine. Jacques-Henri de Bourbon devient donc l'héritier du trône espagnol, mais il a un petit problème, il est sourd et muet après avoir été opéré des oreilles à cause d'une double mastoïdite survenue en 1912 et qui avait été mal soignée. Il est donc contraint, sous le prétexte de son handicap, à abdiquer lui-même ses droits ainsi que ceux de ses descendants, 10 jours après son frère aîné. L'héritier du trône d'Espagne devenait donc le dernier frère, Jean de Bourbon, le père du futur roi d'Espagne, Juan Carlos, et c'est le fils de celui-ci qui est actuellement roi, d'ailleurs, sous le nom de Felipe VI. Alors nous nous éloignons un peu de notre sujet, qui est l'héritier légitime de la branche aînée des Bourbons espagnols. Donc bien en 1933, au moment où Alphonse, le premier fils d'Alphonse XIII, a renoncé à ses prétentions sur le trône d'Espagne pour pouvoir épouser sa fiancée cubaine, il n'a en rien renoncé à celle sur le trône de France. L'héritier légitimiste du royaume est toujours le roi d'Espagne en charge, Alphonse XIII, et son dauphin demeure le prince Alphonse. Celui-ci, le prince Alphonse, meurt en 1938, sans avoir reconnu d'enfant de son vivant. Le titre de dauphin passe donc à Jacques-Henri et à ses descendants. En 1941, Alphonse XIII est mort. Jacques-Henri n'est donc plus seulement le dauphin, il est le prétendant légitime au trône de France, d'aucuns diraient le roi en titre. Il vivra jusqu'au 20 mars 1975, date à laquelle ses prétentions au trône passent à son fils, Alphonse de Bourbon. Celui-ci trouve à son tour la mort le 30 janvier 1989 lors d'une compétition de ski, et encore une fois, comme le roi ne meurt jamais en France, c'est son fils, Louis de Bourbon, qui reprend le flambeau de sa lignée et qui porte les droits au trône de France des légitimistes. Et il a choisi, désormais, le titre de Louis XX, car je vous rappelle qu'il y a un Louis XIX, le fils de Charles X, mort sans héritier, et qui a laissé passer quelques minutes entre l'abdication de son père et la sienne, et donc comme il n'y a pas de vacances du pouvoir en France, il était roi pendant ces quelques minutes, sous le nom de Louis XIX. Donc Louis de Bourbon, actuellement cousin un petit peu éloigné maintenant, des rois d'Espagne, et l'héritier légitimiste en tout cas, du trône de France. Alors, quelles sont ses opinions personnelles sur sa charge de souverain ? Alors, ce qui est intéressant chez ce prince, c'est qu'il oppose véritablement un projet, c'est qu'il oppose véritablement au projet de société moderniste de la République, un projet qu'on pourrait appeler conservateur. Récemment, il a pris position contre le mariage homosexuel en France, mais enfin, les Orléans l'ont fait aussi, et on trouve d'ailleurs sur plusieurs sites qui lui sont dédiés un très grand nombre d'articles sur le sujet du mariage homosexuel. Il a également pris position en faveur de mesures restreignant le droit à l'avortement en Espagne, et a férocement critiqué la recherche absolue de laïcité de la République française. Alors, il est considéré comme le candidat probablement le plus à droite au trône de France. Il est néanmoins dommage qu'en revanche il tente, parallèlement à ses prises de position assez conservatrices, de s'inscrire dans le cadre des relations modernes d'une société moderne en occupant un poste de banquier
Dans son désir de faire comme tout le monde, il se banalise beaucoup trop pour quelqu'un qui aspire à un destin extraordinaire, celui de roi de France. Eh bien, cette toute petite émission, puisque c'était une toute petite émission aujourd'hui, est terminée, et nous enchaînerons ensuite avec la présentation du prétendant orléaniste. Continuez à suivre le Cercle Richelieu, et abonnez-vous, s'il vous plaît. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. C'était Alexandre du Cercle Richelieu. Au revoir.